Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Le King toujours plus élégant, je vous permets de... Voilà, vous vous rendez compte un... Oh là là. Et nous ne sommes que mardi, comment ça va le King? Bah, je vais bien, merci. Et toi, est-ce que tu vas bien? Bah ça va très bien, les week-ends sont chargés, ça fait plaisir, on va directement entrer dans le vif du sujet avec la boxe anglaise parce que c'était le gros événement. Et d'ailleurs, est-ce que toi, je sais pas si tu as remarqué, mais mine de rien, là on a l'impression que l'UFC a laissé le champ libre à Tyson Fury pour faire son gros combat qui était aussi diffusé sur ESPN, la plateforme de diffusion de l'UFC. Ouais. Euh, on, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah, On ok. a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Je pense que le crossover, on le voyait loin, mais il n'est pas si loin que ça. Il pourrait se passer quelque chose. Ah. Donc, Eh ben, ouais, on va nous voir disons. d'ici quelques minutes. On va voir d'ici quelques minutes déjà le combat Tyson Fury Dillian White, superbe uppercut de Tyson Fury. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu retiens un petit peu de ce choc ou pas du tout c'était un combat parmi tant Le d'autres. combat lui-même ne nous apprend pas grand-chose puisqu'on savait déjà qui allait gagner. On savait que Tyson Fury allait gagner, mais c'est un très très gros combat. C'est que sur tout ce qu'il y a eu comme événement le week-end dernier, c'est le plus gros événement. C'est tout. Il y avait quoi, 94 000 personnes dans le stade. C'est quelque chose qui dépôte quoi. Il a encore fait une masterclass. Je ne dis pas que Dylan c'est l'un de ses top, mais bon, aujourd'hui, il a il a fait ce qu'il fallait, tu vois. Il a couché quoi, il a mis 4 knockdowns à Wilder et il a fait un boulot incroyable jusque-là et je pense que non, il a fait ce qu'il fallait pour impressionner. Le combat était propre, la recherche, la stratégie qu'il a allé chercher. Bon, donc son niveau est très très au-dessus de celui de Dylan White. Très très au-dessus. Il y a une petite polémique que Dylan White a voulu sortir en disant c'est parce qu'il m'a poussé et quand je suis tombé, j'ai cogné ma tête et donc du coup c'est là où j'ai perdu connaissance. Je ne suis pas sûr. De toutes les façons, il aurait été battu. C'est que même s'il ne tombait pas là, il aurait été battu, peut-être pas par KO, mais il était en train de perdre le combat et n'avait pas de solution euh, parce que trop de vitesse de la part de Tyson Fury, le fight IQ au-dessus, c'est simple. Il bat tous les poids lourds en fight IQ, peut-être à part Ulsi. On enlève Ulsi qui est intelligent. Le reste, par rapport à Tyson Fury, il est bas. Il s'amuse avec eux. L'envergure. J'ai pas envie de dire le physique parce qu'il n'est pas physique. Je pense pas qu'il cherche fort. Quand on dit fort, c'est toujours le rapport poids-force. Quand on dit force, c'est pas le mec est costaud, donc forcément quand il frappe comme un poids lourd, mais il n'est pas spécialement fort. Fort, c'est le rapport. Quand on dit l'animal le plus fort du monde, tu sais c'est quoi l'animal le plus fort du monde? Vas-y. C'est une espèce d'insecte qu'on appelle le bousier taureau. Euh, Lui, il est fort. Le bousier taureau, c'est un truc qui est capable de tirer 1141 fois le poids de son corps. C'est l'équivalent d'environ 80. C'est comme si un être humain tractait 80 tonnes de masse. Voilà le bon rapport force. Et donc, c'est pour ça que je ne classe pas ce mec-là, je ne classe pas Fury sur les mecs forts, je le classe sur les mecs costauds avec une ambiguïté qui est difficile à gérer. Et à chaque fois que Dylan a voulu faire le voyou, bah, il a rencontré un voyou en face. Il a voulu faire l'agressif, il a été agressé. Il a voulu faire le mec qui provoque. À chaque fois, il a des réponses à tout. Il est solide, il est costaud mentalement, il s'amuse avec les gars. Moi, j'ai apprécié le combat. C'était divertissant jusqu'au 6e round. Il y avait pas, c'était à sens unique. Et ensuite, ce qui percute n'est pas un hasard, ça, parce que la défense de Dylan, c'est une défense un peu comme à la Joe Frazier où tu bloques les uppercuts, en fait, où tes mains sont en croisée comme ça, en cross, tu vois. T'es en mode comme ça. Et finalement, il a réussi à le titiller ailleurs, aller chercher les crochets pour pouvoir ouvrir et rentrer ce uppercut en cheminée. Ensuite, effectivement, après l'uppercut, il y a une poussée qui fait. Genre, c'est une poussée que tous les lutteurs font, les boxeurs font. Genre, je touche, je dégage, soit avec une épaule, je mets un coup d'épaule, soit parce que je pousse un peu. La poussée était un peu plus forte. Mais
ce qu'on a remarqué, ce qu'on regarde lors de la chute, c'est qu'on voit bien que Dylan n'est plus là au moment où il tombe quand même. C'est très compliqué à dire que c'est parce qu'on l'a poussé, que c'est cette poussée qui l'a mis KO. Mais voilà ce qu'on apprend du combat. On apprend du combat aussi que Tyson Fury aujourd'hui pourrait être classé. Il lui manque peut-être un combat pour le rendre noble, mais Tyson Fury pourrait être classé comme l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps en poids lourd. Dans le sens où s'il bat le vainqueur entre Usyk et Joshua, je pense qu'il a couronné le tableau et qu'à partir de ce moment-là, on va lui donner tout le respect possible. Je pense que c'est le seul, voilà quoi, c'est que surtout si l'idéal, ce serait que Joshua batte Usyk et qu'il remplisse le stade, un gros stade à Londres. Et là, ça change la donne parce que il va s'inscrire comme le mec qui est, voilà. Mais aujourd'hui, il a fait ce qu'il fallait énormément. Malheureusement, il n'y a pas d'action impressionnante. C'est-à-dire qu'en gros, quand on compare, quand on dit que Mohamed Ali était quelqu'un de grand, on le compare, mais parce qu'il y avait un contexte. En 1960, tu refusais d'aller au Vietnam. Personne n'aurait eu le courage de le faire à l'époque. Il a refusé d'aller au Vietnam. Voilà un peu ce qui le rend aussi célèbre dans tout ça. Il y a pas mal d'actions que Tyson a eues qui étaient des actions qui étaient dans la temporalité bonne. Un mec comme Fury, à part le fait qu'il était un loser et que il se mettait des crochets tout seul quand il boxait, il se loupait et qu'il n'était pas bon et qu'il a failli abandonner la boxe et revenir sur la boxe. Bah, le mec, tu ne lui donnes pas de crédit. Tu peux pas le comparer à un mec comme comment il s'appelle, Louis. Joe Louis. Joe Louis. Tu peux pas le comparer à Joe Louis qui a aussi, je pense qu'il a eu le plus long règne qui existe chez les poids lourds, 25 défenses de titre. Ça, c'est des mecs que tu peux pas les matcher si tu as le peu de combats qu'il a eu, puisqu'il est resté hors des rings très, très, très longtemps. Et donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon. Mais aujourd'hui, si on prend là tout de suite, on le sort du lot, on dit, OK, en opposition, qui peut le battre? Il est dangereux pour tous les poids lourds de la planète. Tous les poids lourds de la planète, même à l'heure, prime time serait en danger avec un gabarit comme lui et un fight IQ comme lui. Donc, je pense qu'il lui reste ce truc-là à conclure, ce challenge-là à aller chercher. Et il est capable de le faire. Parce qu'encore une fois de plus, je ne pense pas que c'est un hasard si tu percutes qui met. Je pense que c'est un travail qui vient du fait qu'il a étudié son gars, qui sait qu'en 2015, comment il s'appelle? Dylan avait perdu déjà par un uppercut, qui sait qu'en 2019, il avait encore perdu par uppercut, par un mec qui s'appelle, je crois, Alexander Povetkin. Voilà. Donc, si tu veux, on sait que il est capable de se poser, d'être concentré, d'étudier le truc, même si on a l'impression qu'il n'a pas une belle hygiène de vie, on sait qu'il est concentré et qu'il sait exactement ce qu'il fait. Tu m'étonnes qu'il ait une hygiène de vie quand tu sais que tu peux terminer le truc avec 33 millions, 35 millions, je sais pas combien il a eu exactement, mais je pense qu'il a ramassé pas mal de sous. Et on sait qu'il y a une véritable progression dans sa manière de faire le pay-per-view, tu vois. C'est que à l'époque, premier combat contre comment il s'appelle, contre Wilder, il fait 5 millions. Deuxième combat, je crois, il fait 20 millions. Troisième combat, il est déjà on est déjà sur les 30 millions. Et aujourd'hui, il fait 35 millions. Il y a toujours une progression constante. Et je pense qu'un jour, il pourrait aller titiller si jamais, alors, si c'est Usyk qui gagne, je ne pense pas que le pay-per-view va s'envoler. Ça va être très calme parce qu'il n'est pas un grand vendeur de pay-per-view. On ne le connaît pas beaucoup, Usyk, finalement, alors que c'est l'un des meilleurs boxeurs qui soit. C'est d'ailleurs peut-être le seul qui pourrait mettre en danger intelligemment Tyson Fury, mais sauf qu'avec le gabarit, ça va être compliqué de gérer. Mais en tout cas, on sait que si jamais le match entre Tyson Fury et Joshua se profile, on est sur un banger. On est sur un truc où, pour le coup, il y a des sous à faire pour tout le monde. Tout le monde va pouvoir... Tu vois. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai aimé le fight. C'était un beau combat, assez divertissant. Certes à sens unique, mais divertissant parce que c'est toujours beau de voir des mecs aussi grands gérer
la vista, gérer le coudé, gérer la stratégie, le vice, il est très vicieux et voilà. Et quand on regarde les 94 000 spectateurs qui étaient présents à Wembley pour un combat qui, mine de rien, on va pas se mentir, c'est pas le combat de l'année sur le papier. Est-ce que toi, tu te dis, c'est vraiment une question de culture en termes de sport? Parce que finalement, enfin, ils sont juste à côté de nous. Bob Arum a parlé de 26 millions en termes de billetterie, ce qui est monstrueux aussi. Tu te dis, c'est quoi? C'est que eux, ils ont vraiment cette culture de dès qu'il y a un gros combat, ils vont être présents. Culture, culture, c'est très culturel. On ne peut pas l'expliquer. C'est culturel parce que oui, c'est culturel. Euh, euh, on ne vend pas beaucoup de biens en France, malheureusement. Et il faut que c'est pour ça que je fais un appel souvent au public en disant, venez encourager les organisations, sinon les organisateurs vont se décourager. À chaque fois qu'on a des salles de 5000, ça va, ça tourne, nos zéniths, ça va, mais dès qu'on monte un peu et qu'on se met à parler Bercy, les salles, elles sont vides, tu vois. Les rumeurs disent que le Bellator a vendu à peine 2000 places. C'est très compliqué dans ce contexte-là, quoi. Le Bellator, ouais, voilà, ils ont une belle facade et c'est dommage. Et je trouve que quand on arrive sur l'Angleterre, quel que soit ce que tu proposes, enfin, dès que c'est un peu correct, il y a du monde. Les gars, enfin, c'est vraiment une belle culture de, même pas forcément sport de combat. Je pense que sur tous les sports, c'est une culture où, sportivement, ils sont consommateurs de l'événement en live, quoi, en présentiel. Et c'est quelque chose qu'on doit cultiver chez nous et que ça prend du temps pour arriver. Et que ce soit en boxe anglaise ou en MMA, c'est ce que tu essayes de faire. Moi, j'aimerais bien, je me projette un petit peu d'ici à les 2025-2030. C'est vrai qu'en Angleterre, ils ont quelque chose, quand on regarde les Derek Chisora contre Dillian White ou les Joe Joyce contre Daniel Dubois, ils ont vraiment envie de savoir, au-delà de qui est le meilleur du monde, mais qui est le meilleur dans le pays. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, je trouve qu'on a toujours pas, enfin, on n'a pas encore ça de qui est le patron en France. Et j'espère que rapidement, notamment avec Abdullah Abdouragimov contre Karlamoussou, on pourra avoir ce côté, voilà, on veut savoir sur ces 65 millions d'habitants en France qui est vraiment le boss chez les welterweight. Et en Angleterre, ils ont réussi à faire ça. Donc là aussi, je sais pas si c'est culturel ou si c'est un travail, tu vois, qui a eu lieu au fil des décennies. Mais bon. Je pense que déjà, ce qui est bien, c'est que l'Angleterre est quand même subdivisée avec plusieurs dans le Royaume-Uni, comme il y a les Gallois, comme il y a les Irlandais, comme il y a les Écossais. Enfin, ça fait déjà beaucoup de décisions qui amènent la compétition. En France, il n'y a pas beaucoup de, enfin, à part les Ouais, Français t'as qui vont Paris-Marseille et puis voilà, ouais. faire la lutte contre les Bretons en lutte, ou bien Paris-Marseille au foot. Il n'y a pas beaucoup de scissions de ce genre, géographiquement parlant. Et donc, ça prend du temps. Mais c'est ce que nous, on s'acharne avec l'équipe de matchmaking sur Arès à faire. On veut absolument qu'il y ait des challenges franco-français, même si on a un très gros recette étranger avec des pépites qui viennent un peu de partout, comme Maria da Silva qui vient du Brésil, qui est sur le point de traverser, d'aller à l'UFC, comme Sobek. On n'a pas fait attention à elle, mais Carolina Sobek, la jeune fille à 66 kilos qui est venue, on ne se rend pas compte que dans le classement Fight Matrix dans toute l'Europe, elle est troisième, et elle combat sur Arès en cadre préliminaire. Et donc, c'est une 66 kilos qui peut rejoindre rapidement l'UFC puisqu'elle a 4-0 et qu'on a besoin des filles à 66 kilos. C'est une catégorie qui est mourante. On a pas mal d'étrangers, mais on a beaucoup de matchs franco-français. Je suis content qu'il y ait un jeune qui a accepté de défier Bazancourt sur Arès 6 le 20 mai. J'oublie son nom. Marie quelque chose Marie plutôt, j'oublie son nom, mais qui a qui a un palmarès très propre et qui va affronter Bassanco, qui lui aussi a vaincu. C'est ce genre de défi que j'ai envie de voir chez les jeunes. Français, on a des combats sur cette Fat 4 qui arrivent. Je ne l'ai pas sous les yeux là, mais on a vraiment des très bons matchs franco-français comme donc c'est Michael Marie. Michael Marie, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai en tête? On a quoi d'autre comme franco-français sur, ah non, c'est pas sur
Là, j'ai la Fight Card d'Ares 7, pas Ares 6 devant les yeux. Mais je pense que toi, tu l'as devant les yeux. Jackie Jeanne, Hugo Guillon, monsieur. Bah voilà, Jackie Jean, Hugo Guillot, par exemple, ça c'est quelque chose qui est bien parce que la plupart des athlètes, quand ils arrivent sur certaines organisations, disent, OK, mets-moi bien, emmène-moi un étranger, mais finalement, il n'y a pas une identité, il n'y a pas ce côté duel, il n'y a pas ce côté derby interrégional. Et c'est ce qu'on vous offre sur Ares. Je vous invite à aller regarder la Fight Card sur les réseaux sociaux d'Ares et puis vous rendre compte quand même des oppositions franco-françaises qu'il y a. C'est ce qu'on essaie de cultiver. L'Angleterre a réussi à faire ça en boxe anglaise, en MMA. Ils n'hésitent pas à le faire. Les Brésiliens aussi le font beaucoup. Les Brésiliens, les main events souvent de l'UFC au Brésil sont essentiellement brésiliens. Bah, le main event qui était à Las Vegas la semaine dernière de l'UFC, c'était brésilien. Ben voilà. C'était qui Lemos contre Jessica Andrade. Jessica Andrade. Et on va en parler, mais surtout, ce qu'il faut, c'est créer un marché autour de ça, parce que c'est vrai qu'il y avait quelques années de ça, je me souviens, j'avais expliqué que Derek Chisora était une attraction à pay-per-view. Eh bien oui, quand vous regardez les achats de pay-per-view au Royaume-Uni, Derek Chisora, régulièrement, il tape le million rien qu'au Royaume-Uni parce que les gens vont acheter ça. Donc c'est vrai que si on arrive à créer un marché en France, bah les gens resteront en France et feront des gros chocs. On poursuit donc avec Tyson Fury pour finir. Tu parlais de crossover parce que oui, un certain Francis Ngannou a fait une apparition remarquée sur le ring. Waouh. Là, franchement, on a l'impression que les deux sont déjà d'accord. Y a plus qu'à, c'est un petit y a plus, mais y a plus qu'à se mettre d'accord à l'UFC. Est-ce que ça, pour toi, on est aussi, enfin, c'est pas du tout les mêmes dimensions que Mayweather contre McGregor, mais on a l'impression que là, il y a quelque chose qui a l'air de changer, puis même Tyson Fury qui a envie de se dire, bah ouais, je vais y aller, quoi, parce que pour lui, bon bah, ça va être du fun. On n'est pas loin. Je pense que ça va se faire. Je pense que ça devrait se faire. Sportivement parlant, aucun intérêt. C'est pas la question. Businessment parlant, pour les deux industries, l'industrie de la boxe et l'industrie du MMA, ça va apporter un plus. Pour le Cameroun, l'Afrique, ça va apporter énormément. Pour Francis Ngannou, bah, il mérite de mettre sa famille à l'abri pour des siècles et des siècles. J'exagère un peu, mais je pense que c'est un combat qui pourrait aller taper au-dessus de 2 millions de pay-per-view, voire 2 millions 600 pay-per-view par là. Il y a un gros intérêt, même si c'est un intérêt de cirque, c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Wilder, c'est ce que ça vaut, il sait que ça va coûter des sous et que ça va apporter des sous. On sait que un pay-per-view à 4 millions 300, comme celui de Mayweather, a rapporté environ 400 millions. Donc, on sait que si il tape un pay-per-view à 2 millions 600, voire 3 millions de pay-per-view vendus, il pourrait se retrouver peut-être pas sur les montants de 100 millions, mais quasiment doubler la prime de Fury qui était de 30 millions et arriver même à 60 millions. Et certainement, Francis allait chercher un 20 millions. 20 millions pour Francis, ça le met sérieusement à l'abri. Ça met sérieusement sa famille à l'abri et je serais très content pour lui que ça lui arrive. Et puis c'est un combat historique, on peut dire ce que tu veux. C'est un crossover qui sera historique, ce sera le premier crossover officiel chez les poids lourds, alors que le seul qu'il y a eu, c'était, c'était Conor. Est-ce que l'UFC va dire fuck off? Il y a que Conor qui est capable de faire ça? Ou est-ce que l'UFC va ouvrir les vannes? Ils sont pas loin parce que Disney pourrait forcer la main à l'UFC. ESPN pourrait dire, bon les gars, venez, on se calme, laissez un peu Francis tranquille, donnez-lui son fight, parce que nous tous on va drailler. On fait un gros live sur ESPN, UFC vous prenez un petit billet, Francis prend son billet, et puis tout le monde est content. Maintenant, est-ce que le président Dana White va rester dans sa posture de, OK, moi, je vais installer un sans précédent
je vais pas laisser qu'il y ait un précédent pour un combattant de l'UFC qui fait un bras de fer et gagne, il va combattre. On ne sait pas encore. Mais j'ai l'impression que c'est pas un hasard qu'il y ait eu de l'espace pour que l'événement s'exprime correctement. De l'autre côté, je ne serais pas surpris que ça se fasse. Je pense que, il y a encore quelques temps, je ne pensais pas que c'était faisable. Pour être très honnête, le plus grand handicap et la barrière qui va empêcher le combat entre Francis et Tyson Fury de se faire, c'est Tyson Fury qui, pas loin de la retraite, va se poser la question, est-ce que je fais le combat historique de crossover où j'ai moins d'argent et je ne suis pas inscrit comme l'un des meilleurs combattants, l'un des meilleurs boxeurs au monde, parce que quand tu affrontes Francis, tu n'es pas un coach, puisque c'est du MMA, c'est hybride, il y a des gants qui ne sont même pas des gants de boxe, c'est bizarre ce qu'ils vont faire. Alors que si je me calme, j'attends la fin d'année, je fais mon match j'affronte le vainqueur de Usyk contre Joshua, je gagne le match, jackpot, je rentre dans le panthéon des boxeurs. C'est un vrai challenge pour lui de savoir maintenant. Voilà, c'est que le combat pour lui, logiquement, le combat de Francis a un sens financier. Il y aura beaucoup d'argent sur ce combat. Alors que je ne le pensais pas il y a quelque temps, hein, mais tu sens que la tendance change. Je pensais vraiment que sur ce combat, ils pourraient faire des pay-per-view qui arrivaient sur 5 millions chacun. Là, tu sens que ça change. Quand tu as ces deux messieurs dans le ring, ça change. Il y a quelque chose qui se passe. Les gars continuent de progresser. Est-ce qu'il va se dire que je vais assurer au niveau prestige et faire un beau combat pour que mon manager et Madame Paris Fury puisse Paris Tyson ou Fury, je ne sais même plus c'est quoi le prénom ou le nom. Fury, mais en tout cas, voilà. Est-ce que je vais faire plaisir à ma famille et aller chercher le truc sacré où je vais laisser un héritage moral, ou est-ce que je me contente de laisser un héritage matériel et prendre le risque que je ternisse mon image pour être, immaculé, pour arriver sur le bon titre directement, qui est le titre, enfin le combat où j'aurai un titre, où je ramasse le pactole. Voilà un peu le vrai dilemme. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Dana White a envie de dire non à un match qui peut rapporter 3 millions de pay-per-view. C'est une affaire de chiffres. Il y a encore quelques temps, on se disait Francis Tyson Fury, ça ne fait pas 1 million de pay-per-view. Aujourd'hui, avec ce qu'on voit de Wembley, avec ce qui se passe dans le monde, moi, en tout cas, j'achète mon ticket et je regarde le match. J'achète mon pay-per-view, je regarde le match. Je pense que le match peut faire 3 millions. Si le match fait plus de 2,6 millions, je ne vois pas l'UFC dire non à être partie de la fête. Mais surtout, en fait, pourquoi est-ce que l'UFC dirait non? C'est ce que je me dis aussi, parce que là, tu vois, quand il y a eu sur la diffusion, je crois que c'était sur BT Sports, ils présentaient Francis, ils étaient obligés de dire, bah attention, ce gars-là, c'est quelqu'un de sérieux, il est champion du monde de MMA, tout ça. Enfin, on voit bien que si Francis participe à ce combat-là, bah il y a beaucoup plus de gens qui vont suivre son combat de retour ensuite à l'UFC, comme ce qui s'est passé avec Conor. Et c'est pour ça que je me dis, pour l'UFC, c'est aussi un bon calcul, parce que si Francis re-signe avec l'UFC, ou si même ensuite ils se disent pourquoi pas Kamaru Usman contre Canelo, ensuite il y a plein de gens qui vont... C'est ça. Il revient avec toute la lumière qu'il a eue de la boxe anglaise. Les boxeurs qui l'auront découvert pour de vrai, parce qu'il y a des puristes, des darons de la boxe qui ne checkent pas les matchs de MMA. Et là, ils auront l'obligation de regarder un mec qui vient faire ce match-là. Et bon, qu'on déteste ou qu'on aime, ça t'attire. Et la prochaine fois que Francis combat à l'UFC, tu viens regarder. Donc, aujourd'hui, il y a une posture d'ego ou quoi que ce soit, parce qu'ils ne sentent pas qu'ils ont été traités de manière fair par Francis. Mais quoi qu'il en soit, moi, je suis d'accord avec toi.
le match a tout son sens et tout le monde gagnerait. Vraiment, celui qui gagnerait moins dessus, c'est peut-être Tyson Fury si on compare ça au match final avec Usyk contre Joshua. Mais sinon, le reste, tout le monde gagne. ESPN gagne, UFC gagne, Francis gagne. Euh, euh, voilà. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite, quoi. Je souhaite que ça se passe comme ça. Et donc, on va avancer, revenir un petit peu à ce qui se passe habituellement, à savoir l'UFC. Amanda Lemos, Jessica Andrade, qui était de retour en strawweight, Jessica Andrade. Bon, cette dame est un problème, hein, parce que ce soit en flyweight ou en strawweight, je rappelle, ancienne championne puisqu'elle avait battu Rosna Mayunas, bah mine de rien, elle s'établit comme peut-être pas l'une des plus grandes, mais elle ne perd que contre les championnes. Parce qu'elle est très forte. On parlait de force tout à l'heure. Elle est les forces. C'est qu'en bantamweight, elle n'est pas forte, mais en strawweight, je ne parle pas de flyweight, en strawweight, je ne vois pas une fille qui peut la matcher en force. Est-ce que vous imaginez la force qu'il faut pour appliquer le triangle de bras debout? Le premier de l'histoire de l'UFC. Et elle est capable de mettre le KO avec ses points. On est d'accord que n'importe qui dans la catégorie qui prend les pêches de Jessica Andrade peut tomber. Sérieusement, moi, son surnom de Bataseka, je l'aurais changé en bois constructeur. Pour le coup, voilà, j'aime beaucoup le règne animal. Sur le classement des animaux forts, je pense que le bois constructeur est le troisième ou le deuxième animal le plus fort. Et que quand on compare les 32 kilonewtons qu'un bois d'environ, les spécimens qui font dans les 30 kilos, un bois constructeur peut appliquer jusqu'à 32 kilonewtons. C'est que pour te donner une idée de 32 kilonewtons, c'est une force qui est capable de déplacer sur 1 mètre en 1 seconde un poids d'environ 2600 kilos. C'est ultra puissant ce que le bois est capable de faire. Moi, je lui aurais donné ce surnom à Bataseka, parce que son surnom Bataseka en brésilien, ça signifie c'est des gros engins de travaux, Caterpillar et tout. C'est des pelleteuses, voilà, qu'on appelle Bataseka, avec un gros marteau au bout pour casser les immeubles. Et cette fille-là m'impressionne beaucoup parce que sa boxe s'est améliorée, son sol est impressionnant puisqu'elle est capable de faire des soumissions comme celle qu'elle a fait, justement une soumission où il y a de la construction. C'est pour ça que je pense à dire qu'elle devrait s'appeler bois constructeur parce que ça lui irait bien, bois constructeur, dans le sens où faire un triangle de bras debout, c'est impressionnant. Et ensuite, je ne sais pas qui peut la battre physiquement parlant. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens peuvent la battre stratégiquement, techniquement, mentalement, éventuellement, quand elle n'est pas en état de flow. Mais physiquement, je pense qu'elle a le physique le plus accompli dans sa catégorie chez les filles. Et c'est un avantage indéniable. C'est que chez les personnes aussi légères, aussi fragiles, avoir quelqu'un qui arrive avec une masse et une assurance de pouvoir te marcher dessus en mettant des larges crochets sans respecter tes frappes, parce que c'est une grosse encaisseuse, elle a un menton de malade, elle encaisse. Bref, gros combat. J'ai beaucoup aimé, gros combat, grosse performance, qui lui a valu d'ailleurs $50,000 de bonus, et donc c'est très bien. Je suis content pour elle. C'est une amie personnelle et je suis content pour elle. Et voilà. Et j'avais envie aussi de parler d'un deuxième combat sur cette carte-là, c'était Charles Jourdain contre Lando Vannata. Le Canadien québécois s'est imposé. Est-ce que là on commence... Pardon ? Oui, complètement. Est-ce qu'on commence à se dire, là, ça y est, Charles Jourdain, ça peut être sérieux pour cette catégorie, même si, bon, elle est très remplie, bien évidemment. Depuis le début, on le sait que Charles Jourdain, c'est un problème. Depuis le début. Je dis depuis le début. Damien Lapulis était venu pour un combat au TKO. Et en gros, dans la journée du fight, à quelques heures du fight, le CEO de l'organisation TKO
m'appelle alors qu'on est en train de faire une balade à vélo pour se détendre et tout. Et il dit, j'ai un combat pour la ceinture pour Damien Lapillus. Comment ça? Bah, le combat qu'il devait faire, je l'annule, je paye l'adversaire, je paye Damien pour qu'il fasse le main event et qu'il fasse la ceinture contre Charles Jourdain. Charles Jourdain. Et donc, Damien prend le combat. Bien sûr, je dis oui, sans discuter. Il me dit, mais demande déjà à Damien. Je lui dis non, c'est sûr. Damien va dire oui. Donc, je te dis oui en avance, c'est validé. Et donc, on dit oui, on va le soir. On fait un gros combat. Et il était impressionnant. Il m'a complètement impressionné. Alors que Damien a fait un combat de fou furieux. Un combat archi équilibré. Mais il a fait craquer Damien. Il a fait craquer. C'est fou. Comment dire? Il a une manière de combattre avec un acharnement. J'oublie le combat qu'il a fait juste avant le combat de Vanata, là, où il met un front kick en mode This is Sparta à son adversaire à la fin. C'est la dernière seconde. Mais il a un truc comme s'il défendait un truc, comme s'il combattait pour une cause, un truc je sais pas, on dirait il défend les honneurs de sa famille ou un truc de mal à chaque fois. Il est tellement engagé sur chaque frappe, il envoie tout, il donne tout. C'est compliqué d'avoir un combattant technique, propre, stratégique, mais aussi bagarreur. Et il fait les trois à la fois. Il est extrêmement bagarreur, il est extrêmement banger au même moment où il est technique et stratégique. J'adore. Et je l'ai toujours su que il avait un truc des champions. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Je pense que son parcours ne va pas être en mode étoile filante. Je pense que ça va prendre le temps, ça va aller de manière organique, lentement, mais je pense que sûrement, on va l'avoir dans le plus haut des charts bientôt. Dans quelques années, je suis convaincu qu'il va arriver à maturité et qu'il va être dans les discussions pour le titre. Eh ben, je l'espère aussi, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne refuse en plus aucun challenge. Là, il a call out Edson Barboza. Avant, il était censé affronter Ilia Topuria lors de l'UFC 270 en short notice. J'allais dire personne, mais très peu de gars sont prêts à faire ça. On avance avec les questions. Vous le savez, chaque semaine, vous posez vos questions à Fernand Lopez, qui y répond avec plaisir et surtout exhaustivité. Donc, question de Mouradia qui a été particulièrement attentif lors du dernier épisode. Question pour le King, pouvez-vous plus nous en dire sur l'ambition 2035? Qui est dedans? Quel est le projet final? Ambition 2025, c'est... c'est 2025 du coup, pas 2035. 2035. Ok. On a deux ambitions. Les ambitions, les noms des projets qu'on a sont des projets différents. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans le projet 2035 sont des personnes qu'on estime qu'elles seront à l'UFC en 2035. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui sont dans un groupe entre 7 et 10 ans. Donc, fin d'enfance, préadolescence, ces jeunes-là sont dans le groupe là où il y a 300 gosses. On sélectionne l'élite de ceux qui ont l'étoffe pour devenir des bons, parce qu'ils sont doués, parce qu'ils aiment ça et parce qu'ils ont des facilités à boxer, à lutter, à grappler. Et donc, ces jeunes-là, on les met Sami Faidin, le head coach des enfants au MMA Factory, va les sélectionner, il va faire un petit groupement, ils auront des entraînements à part. Ils ont des entraînements à part qui les préparent au monde de la compétition, avec un perfectionnement technique, avec des exigences sur physique, sur le poids du corps, bien entendu. C'est des initiations à la préparation physique, mais avec des formes de corps comme l'isométrie quand on s'assoit, quand on fait de la chaise pour un gosse, ou bien le fait de pouvoir s'accrocher sur une barre au poids du corps, ou bien le fait de pouvoir faire un certain nombre de pompes ou d'abdos. Mais en tout cas, on commence à les solliciter dessus parce qu'on sent qu'il y a une appétence pour la compétition et qu'il y a une capacité à écouter ce qu'on appelle la coachabilité. C'est pas un mot qui existe dans le dictionnaire, mais c'est un mot qu'on aime. Voilà. La coachabilité. Et donc, on va tester la coachabilité des gars, on les met dans ce groupe. Ensuite, il y a ceux qui sont un peu plus avancés, qui sont déjà vraiment des ados, qui sont l'ambition 2025, du coup.
Et ce sont des personnes qu'on pense qu'en 2025, elles auraient le potentiel de pouvoir être à l'UFC. Ce sont des personnes qui ont aujourd'hui, qui sont en fin d'adolescence et qui sont douées particulièrement. Et elles forment un petit groupe de personnes, de jeunes, qui sont pris aussi avec des cours de boxe anglaise, à part des cours de MMA, à part des cours de préparation physique, à part pour développer ce côté, de faire un groupement de compétition pour, un peu comme au football, on a des U17, des U13, des U19. Voilà le principe de Ambition 2025 ou Ambition 2035. Et ben voilà, très clair. Deuxième question de Steve Rémy. Bonjour le King, bonjour Guillaume, j'étais bluffé par le niveau de la carte RS5. J'aimerais savoir comment s'effectue le travail de scouting, notamment pour certains fighters étrangers méconnus avec des records modestes dans des organisations pas extrêmement connues, je pense entre autres à Valisec. Comment trouver ces pépites que nombre d'organisations ne trouvent pas? Et puis aussi que c'est vrai que le public découvre lors des Fight Night. Comment trouver ce que... Non, je pense que ce n'est pas tant trouver le problème. Je pense que effectivement, on a je dis même pas des scouts, on n'a pas des scouts en soi. On a des personnes comme Bilal, comme Benjamin, comme Brian, qui travaillent sur le matchmaking et qui vont juste recevoir et trier ce qu'on reçoit comme proposition. Aujourd'hui, on a énormément de propositions qui arrivent et ça c'est la plus grosse partie. On va dire que les propositions de combat venus des combattants venus des managers qu'on connaît un peu partout. Enfin, on a un roster incroyable de managers, de très bonnes renommées avec des très grosses agences de management qui ont des dizaines et des dizaines d'athlètes à l'UFC. On deal avec eux directement, ils nous proposent des athlètes à chaque fois qu'il y a une sortie d'une pépite, à chaque fois, voilà. Et puis, on pose, en fait, le cadre en disant le genre d'athlète qu'on fait. C'est là où la différence se fait. La différence ne se fait pas sur le fait d'aller trouver, d'aller découvrir où ces personnes sont. La véritable différence se fait à choisir les personnes et choisir contre qui elles vont combattre. C'est là la différence. C'est que les athlètes qui sont sur Internet et tout le monde peut les avoir. Il suffit juste d'aller chercher sur un classement mondial de Fight Matrix, par exemple, où tu vas avoir des combattants qui sont classés par ordre et tu vas savoir qui prendre, tu vas voir des gens qui sont bien classés et tu vas choisir en disant, bon, lui, c'est une pépite et tout, il est invaincu. Ça, c'est possible. Mais la véritable question où c'est compliqué, c'est la vitesse à laquelle on signe les mecs, c'est ça qui est impressionnant. Parce que de l'instant où on a posé notre dévolu sur un mec et l'instant où on le signe, il se passe en moyenne une demi-journée, quoi. La négociation, ça va très, très vite. Parce que la connaissance du milieu fait que les matchmakers d'Ares, en termes de négociation, savent exactement ce qui vaut le coup et ce que ça vaut le prix du marché. La plus grosse discussion et problématique qu'on a de manière générale sur le monde de la négociation, c'est la valo. On en a déjà parlé. En tant que journaliste, tu as déjà eu des personnes qui disent oui, mais pourquoi moi on ne m'interviewe pas sur la sueur? Oui, mais pourquoi on ne parle pas de tel? Pourquoi on ne parle pas de moi ou de mes athlètes? Pourquoi on ne parle pas de... C'est une affaire de valo. En réalité, c'est le combat de l'offre et la demande. Si sérieusement les personnes en question qui te réclament des interviews avaient la valeur qu'elles estiment, tu seras en train de les contacter parce que tu n'as pas le choix. C'est du clic que tu veux. Tu n'as pas le choix. Tu es un média. Il faut que ça clique. Et certes, le média a un devoir d'information quand il est un média national surtout. Mais dans ton cas, c'est un modèle de média de business, quoi. C'est ton gagne-pain. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait de la performance. La performance veut dire que tu choisis la personne qui est la plus performante. Et ce qui se passe, c'est que quand tu connais la discussion, tu gagnes le temps rapidement. Parce que tu sais, du coup, si je garde l'analogie du média, tu sais concrètement où est-ce que tu as la main. Tu sais que, bon, si je suis en France et qu'il y a le Parisien qui veut me parler, bon, l'offre et la demande, je pense qu'il y a peu de personnes de ma qualité qui peuvent parler du MMA au Parisien. Mais maintenant, si je suis en train de parler avec Joe Rogan et qu'il y a son podcast,
Bon, ça a changé un peu, ça a shifté l'offre et la demande, c'est compliqué. Joe Rogan a beaucoup de personnes qui sont en tête d'affiche à l'UFC, qui ont des vraies choses à dire à l'UFC. Et moi, le petit Fernand Lopez, bon, j'ai présenté ma tête dessus. Joe Rogan va dire, bon, t'es gentil, quoi. Je t'aime bien, Fernand Lopez, mais là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, tu vois. Donc, c'est ça, c'est le même marché qu'on a sur la négociation des combattants. C'est que quand on a un athlète, on lui offre le juste prix dans la foulée. Ça discute en quelques minutes. On a en général le juste prix. Très rarement, il y a un désaccord. Très rarement. On tombe tout de suite d'accord sur le juste prix en disant, la personne, même quand elle tente, tu lui dis non. Tu peux pas. Je sais c'est quoi ça vaut sur le marché. Ça, c'est très bien pour toi. Il dit, OK, vas-y, envoie le contrat. Et ça va rapidement. Et donc, on a cette facilité de comprendre les enjeux et de comprendre la valorisation que Ares a, la valorisation qu'on a, l'envie que les athlètes ont de vouloir combattre chez nous. Donc, l'offre et la demande, ça se joue dessus. On a cette facilité d'aller trouver le juste prix et on a des athlètes aussi qu'on choisit sur leur manière d'être, leur profil, ce qu'ils représentent, et derrière ça, il y a des signatures rapidement. Donc, c'est un mélange de tout. En conclusion, des managers qu'on connaît à travers le monde, donc c'est un bon carnet d'adresses qu'il faut avoir, des personnes qui te vont souvent t'envoyer des trucs en te disant, je pense que j'ai le diamant. Tu voulais un diamant, j'ai un diamant. Voilà une petite. Je pense que dans quelques temps, il va faire ci, il va faire ça. Il a été ceci, voilà ce truc. Et ben, tu le signes. Et puis, d'un autre côté, il y a le côté scouting qui fait que les matchmakers vont aller chercher, regarder, et puis moi je suis juste celui qui fait le moins de boulot finalement, parce que moi je viens arbitrer à la fin et de dire oui ce match il est bon, on le valide, oui il n'est pas bon, oui il est bon, oui il n'est pas bon, et puis on avance. Mais de manière générale, on a une équipe de matchmaking qui est très performante dessus. Troisième et dernière question de MNGBN. Question pour le King. Serait-il possible d'avoir à l'UFC un événement comparable à WrestleMania au catch, c'est-à-dire all belts on the line, toutes les ceintures en jeu, genre décembre, dernier événement de l'année? Je pense que ce serait le rendez-vous ultime pour tout fan de sport. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas sûr de tout comprendre la question. Je sais qu'en gros, ça ne me dérangerait pas si j'ai 8 ceintures sur Ares, sur un gros événement en fin d'année en décembre, de mettre les 8 ceintures en jeu, si c'est de ça qu'on parle en interne. J'espère que c'est pas encore un autre spectateur qui dit est-ce qu'on ne peut pas mettre toutes les ceintures de toutes les organisations ensemble? Ah non, c'est toutes les ceintures de toutes les catégories, voilà. Ok, bah dans ce cas, je suis d'accord avec lui. Il y a des événements où ça mérite. D'ailleurs, sur Ares de juin, le 25 juin, on a une autre ceinture qui arrive en middleweight. D'accord. C'est un certain José Galando contre Ahmed Salamov pour le titre inaugural de middleweight. Donc, on va sortir un certain nombre de ces ceintures et il est probable que pas cette fin d'année-ci, puisqu'on n'aura pas encore un gros nombre de ceintures, mais il est possible que sur décembre 2023, on fasse ce genre d'événement où il y a tous les titres qui sont mis en jeu, en tout cas une bonne partie, 5, 6, 7 titres qui sont mis en jeu. Et ensuite, voilà quoi, donc on fait juste un événement de champ versus champ. Et ben voilà. Formidable. Maintenant les gens savent, donc le rendez-vous est pris pour le 25 juin prochain. Et puis pour décembre 2023, le King, comme chaque semaine. Merci beaucoup, je pense que les gens là en plus apprécient. On est revenu à la durée habituelle, rassurez-vous, on fait les efforts nécessaires. Et puis voilà, King est disponible sur toutes les plateformes audio. Vous tapez King, on est sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et j'en passe. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, monsieur? Un mot de la fin, comme d'habitude, je vous demande de manière gentille, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton, mettez une cloche, mettez un pouce bleu si vous avez aimé ou un pouce penché, enfin à l'envers si vous n'avez pas aimé, mettez un commentaire éventuellement pour nous permettre d'améliorer ce qu'on fait et puis voilà, merci.